vous. Alors, avant de commencer, j'aimerais retenir votre attention une toute petite minute. Les Grenoblois qui lisent sont dangereux. C'est une affiche que l'on trouve chez Artaud Librairie en référence à un livre qui est sorti chez Flammarion. Vous allez me dire, mais pourquoi elle me raconte ça aujourd'hui sur Déplummez-vous? Tout simplement parce que les Grenoblois qui écrivent le sont encore plus. Et j'ai vraiment le plaisir donc d'accueillir Laurence Perrin qui vient nous présenter. Bonjour Laurence, Bonjour, ça va? ça va Valérie? Bon, alors je disais que les Grenoblois qui écrivent le sont encore plus, c'est normal, parce que pour avoir lu tous tes romans, je peux te garantir qu'ils sont tous Dangereux. oh, ouais, aux petits oignons, dangereux pour mes Oh. neurones. Chaque fois, tu me brilles, mais tu touches mon petit cœur à chaque fois. Et donc aujourd'hui, tu nous présentes. Donc je suis ravie de présenter une toute petite minute sortie aux éditions Calman Lévy. Alors Laurence, avant de commencer et avant de faire la petite interview déplumante avec mon petit sac, tu connais le principe. J'aimerais savoir quelque chose. Dans chacun de tes romans, tu dissèques les émotions, tu nous vrilles les neurones, et ça, je peux vous le garantir, parce que j'ai tous les romans de Laurence, et à chaque fois, elle me vrille les neurones, à chaque fois, je me dis non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Tu nous livres des histoires extraordinaires avec des femmes ordinaires, Oui. et tes romans, ce sont des véritables page-turners, ça aussi, je peux vous le garantir, mais ils ont tous un point en commun, un fil rouge, ils sont tous liés avec, enfin, tu mets toujours en scène des histoires de femmes, mais des femmes isolées. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est dans l'isolement où on se découvre le plus. C'est Mmh. quand la vie te fait te confronter à toi-même et uniquement à toi que tu te découvres, que tu découvres des ressources que tu ignorais jusque-là et que quand on te bouscule un petit peu, quand la vie te bouscule comme ça, et ben, c'est comme un culbuto, comme si tu fais comme ça, puis hop, il faut te redresser. Et pour te redresser, bah, tu peux faire te suivre toi-même en premier, quoi. C'est ton instinct, parce que te souffle ton instinct, ton cerveau, ta raison. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, mais voilà. Mais elles sont pas toutes forcément isolées. Elles se retrouvent dans des périodes d'isolement, mais elles ont toutes quand même, elles sont toutes quand même accompagnées. Elles ont toutes une famille, plus ou moins. Pas Oui. dans tous les romans, mais elles ont quand même une famille, qui souvent est une famille aimante d'ailleurs. Euh, et puis après, bon, après il y a les rencontres. Donc elles ne restent pas isolées longtemps en fait. Elle reste C'est pas ça le isolée but. longtemps, ouais. Mais en même temps, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que c'est comme un élastique, tu vois, qu'on tire là comme ça, et là, tu vas nous Ouais. chercher des émotions de malade, et ça nous pète à la figure, et à chaque fois, je me prends une baffe, je me dis: «Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait?» Alors là, pourquoi cette question? Parce qu'à chaque fois, tu as le point de vue d'une femme, tu écris au travers les yeux d'une femme. Est-ce que tu aurais envie d'écrire justement, au travers les yeux d'un homme et Bah, raconter l'histoire d'un homme? dans l'absolu, oui, mais c'est vrai que ça ne me vient pas d'une manière naturelle, forcément, Mmh. puisque je ne suis pas un homme. Et puis, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais une rencontre, on me dit toujours, oui, tu écris, vous écrivez des histoires de femmes. Et je me dis, mais je ne suis pas la seule. Pourquoi moi, on me fait toujours cette remarque, alors que souvent les femmes écrivent des histoires de femmes. Moi, il se trouve qu'à chaque fois, c'est un portrait. Alors peut-être que c'est un portrait qui est marquant. Et si c'est le cas, j'en suis très, très heureuse, puisque c'est le but, que mes personnages restent un petit peu dans l'esprit après, une fois qu'on a tourné la dernière La page. dernière page, ouais. Alors Mais oui, c'est vrai que je me dis pas, enfin pour moi, c'est pas une démarche consciente, le fait de me dire je vais écrire encore un destin de femme. Pour moi, ça me vient naturellement parce que j'en suis une et que je connais les émotions. Je suis passée dans ma vie par un certain nombre d'émotions, du fait que j'ai pas 25 ans, enfin je les ai plus depuis 25 ans, on les un a peu plus. plus même. On les a plus Voilà. depuis 25 ans. Mais que c'est vrai que nous, les femmes, on passe quand même par un tas d'étapes que peut-être les hommes ne vivent pas. Alors attention, parce que alors, je suis pas néo-féministe alors du tout, hein. Là, Mmh. c'est vraiment le truc, non, c'est très, très loin de moi ça, hein. Mmh. Moi, s'il y a un féminisme, auquel je devrais me
avec lequel j'aurais me définir, c'est plutôt le féminisme des années 70, quoi. C'est-à-dire quand on s'est battu pour des choses qui me paraissaient importantes et pas pour l'écriture inclusive ou des trucs comme ça, quoi. Tout à Hein, fait d'accord. voilà. C'était un féminisme qui était fait pour les femmes et non contre les hommes. Voilà. Donc, parenthèse refermée. Donc, c'est pas tout ça pour dire qu'en fait, de ma part, c'est pas une démarche militante que d'écrire des destins de femmes. C'est une démarche qui est naturelle et qui est facile, puisque justement, ce que j'ai commencé à dire, en fait, c'est que oui, nous, les femmes, on passe par des étapes que les hommes ne vivent pas de la même manière que nous, ne serait-ce que physiquement. Par exemple, on souffre à différentes périodes, physiquement dans notre chair, à différentes périodes de notre vie, alors qu'eux ne le font pas. Je veux dire, on souffre quand on devient adolescente, quand on a nos premières règles, on souffre, on a mal au ventre tous les mois, on souffre quand c'est notre première fois, notre première nuit d'amour, alors que le type, lui, il souffre pas du tout. Hein. On souffre quand on est enceinte, on souffre quand on accouche, et eux, ils vivent tout ça à côté de nous. D'une manière beaucoup plus linéaire, et donc je pense que c'est vrai que nous, les femmes, encore une fois sans militantisme, mais c'est une réalité naturelle, on a dans notre vie énormément de chocs comme ça qui nous font nous remettre en question, quoi, auxquels on ne s'attend pas forcément. Puis, enfin, voilà, quoi, Et donc, c'est pour ça que je trouve que la vie des femmes est particulièrement riche et les femmes, les unes des autres, sont particulièrement différentes les unes des autres parce qu'elles vivent des expériences différentes, elles en vivent beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que mon écriture me porte vers les femmes. Oui, mais alors justement, cette question-là, elle était vraiment très importante parce que oui, comme tu le disais justement au tout début, toutes tes protagonistes, enfin féminines, elles sont vraiment très marquées et à chaque fois, voilà, elles me suivent longtemps. Je fais le ménage, je pars aux courses et je pense encore, je me dis, mais c'est dingue ce que tu as pu transmettre comme émotion. Enfin, enfin, tu as été cette porte-parole tout au long des romans que tu as écrits. Et celui-ci, là, eh ben, écoute, celui-ci m'a profondément touchée. Madeleine m'a touchée, Estrella aussi. Et là, franchement, c'est une merveilleuse histoire de rédemption. Et là, c'est vrai, c'est juste. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour le dire. Bon, maintenant, on va aller plus en profondeur. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller plus en profondeur avec une interview. Oula, oui. Oui, une interview culottée. Alors, règle du jeu, je pioche un nombre certain de questions. Tu peux répondre ou pas, tu peux dire joker ou pas. D'accord. Mais le but, voilà, c'est que tes lecteurs puissent connaître une Laurence différente. Enfin non, oui, on connaît Laurence derrière ses romans et on va connaître une autre Laurence, mais tout en sachant que nous allons parler du roman aussi. Oui, parce qu'il est plus intéressant que moi. Oui. Non, oh non, dis pas ça. Pourquoi j'ai dit oui? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Allez, on est parti, mon kiki, pour la première question. Ah, ton rituel d'écriture pour ce roman. Celui-là en particulier? Pour celui-ci en particulier. Ça a été un rituel pourri. Ça a été, je te rappelle que ce roman a été écrit en 2020. Oula, donc, alors oui. Ça évoque quelque chose à plein de gens. Hein. Oui. Donc, mon rituel d'écriture, ça a été d'enfiler mon survêtement, d'aller me coller en tailleur sur mon lit, avec un ventilateur en pleine canicule au mois d'août, avec mes 5 chats et mon chien autour de moi. Donc, je disposais d'à peu près 50 cm² en tailleur, donc avec mon ordi pour écrire. Et je n'ai jamais écrit un livre dans des conditions aussi atroces, parce que d'habitude, ça se passe à la bibliothèque municipale, sur une grande table en bois, dans le silence, avec des gens qui font tous la même chose, enfin qui n'écrivent pas des romans, mais enfin qui sont tous dans la même mouvance que moi, c'est-à-dire qui travaillent. Et j'aime cette ambiance. J'aime le fait de m'habiller, de me préparer, de me coiffer pour aller à la bibliothèque écrire, plutôt que d'être avachie sur mon lit en survêt et avec mon chien et mes chats. Donc le rituel a été pourri. Ouais. Voilà. Mais le résultat est magnifique. Bon, alors j'ai eu peur qu'il soit. J'ai eu peur qu'en fait il reflète mon humeur et qu'il soit triste et noir. Et en fait, clairement, le triste et noir, j'y arrive un peu, mais pas tout le temps, quoi. Il faut qu'au bout d'un moment, ça s'éclaire. Donc voilà. Bon, voilà. Ben là, il est juste. Tu as accouché d'un beau bébé après ces mois de. Bref, laissons 2020 derrière nous. Tiens,
là, c'est une question un peu plus perso. Tes auteurs préférés? Mes auteurs préférés, je dirais Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell m'a bouleversée avec un roman qui s'appelle Quand tu es parti. Et pour la petite histoire, j'ai écrit un roman qui s'appelle L'aile des vierges. Et le prénom de l'héroïne s'appelle Maggie. Elle s'appelle Maggie, comme Maggie O'Farrell. Et le nom du héros, c'est John, comme le John de ce roman qui s'appelle De Quand tu es parti. Maggie et John. Donc là, voilà, c'est un petit secret. C'est Ok. un hommage à ce livre-là. Autrement, mes auteurs préférés, je lis très peu je lis peu d'autres romans que des thrillers anglo-saxons Mhm. ou des biographies. Je dirais que j'ai une grosse période Stephen King qui m'a passé depuis une dizaine d'années parce que je sais pas, c'est comme un parfum, au bout d'un moment on ne le supporte plus. Et là, maintenant j'ai plus de mal, j'arrive à voir tous ces petits tricks et j'y arrive plus quoi. Autrement, j'aime bien les thrillers judiciaires comme John Grisham. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Sarah Vaughan, Autopsie d'un scandale. Anatomie d'un scandale. Mhm. Oui, le nouveau, c'est Autopsie d'un drame que j'ai pas encore lu. Et je pense que je vais lire le prochain parce que j'aime bien ce genre de thriller. Voilà. Ok, 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 ok. Merci. Alors, encore un truc. Inavouable. Inavouable. Allez, ta lecture, ton film et ta chanson inavouable quand tu as le moral dans les chaussettes. Alors, quand j'ai le moral dans les chaussettes, je vais écouter Femme Like You de Camaro. Donne-moi ton cœur, baby. Je vais écouter ça. Le film avec le moral dans les chaussettes, mon film culte du moral dans les chaussettes et de n'importe quand, c'est Crazy Stupid Love avec Ah, Steve j'adore. Carell et Ryan Gosling. Et il y a une scène de dispute dedans. On se repasse ça avec ma fille où ils sont tous en train de s'engueuler dans un jardin. Il y a Julianne Moore et tout. On la connaît par cœur. Donc, c'est voilà. Ok. Donc, c'est ça. Ah, attends. Et ta chanson, donc ta chanson, et ta lecture. Ta Ma lecture. lecture ma lecture préférée, ça serait, si j'ai le moral dans les chaussettes, ça serait de Nora Ephron, Crève-cœur. Ouais. Nora Ephron, c'est une scénariste américaine qui a écrit notamment le scénario de Quand Harry rencontre Sally. Mhm. Elle est très new-yorkaise, très juive new-yorkaise. Elle a un humour comme ça. Elle a été mariée pendant longtemps avec l'un des deux journalistes qui a dénoncé, qui a fait sortir l'affaire du Watergate. Ah oui. Et donc, elle a divorcé. Et quand ils ont divorcé, elle a pondu un livre qui s'appelle donc Crève-cœur, où elle raconte son divorce. Mais alors d'une manière, alors c'est entrecoupé de recettes de cuisine. Elle raconte ça d'une manière juive new-yorkaise avec un détachement. Enfin, voilà, j'adore ce livre. Je l'ai en français, en anglais, en tout. Voilà. Ah, je ne connaissais pas. Je vais me pencher dessus. Intéressant. Voilà. Allez, comment ce titre s'est-il imposé? Une toute petite minute. C'est pas moi. Ah, on dit merci à qui? On dit merci Caroline, mon éditrice. Ok, alors merci Caroline l'éditrice, parce que franchement, Voilà. moi je me suis dit, bah tiens, c'est dingue, une toute petite minute. Je le trouvais tellement, mais tellement juste, Ouais. tellement judicieux. Je me suis dit, mais c'est trop, trop dingue. Bravo. Non, à la base, il s'appelait. Moi, je peux pas commencer à écrire un livre si j'ai pas le titre Mhm. et le prénom de l'héroïne. Alors ça, c'est vraiment. Je pourrais avoir toute l'histoire qui défile dans la tête tant que j'ai pas le titre et le prénom, je pose pas un mot, je suis incapable. Donc, une fois que j'ai eu le titre, parce que je peux pas ouvrir un fichier où il n'y a pas de titre, quoi. Je peux pas mettre roman 4, roman 10, je peux pas. Et donc, j'avais mon titre, mais c'était la première fois où j'y tenais pas absolument, en fait. J'étais à peu près sûre que ça ne serait pas le titre définitif. Il y a eu d'autres titres que où j'ai été surprise qu'on me demande de les changer, qu'on me propose de les changer. Il y en a un qu'on m'a demandé de changer et que j'ai refusé. J'ai tenu mordicus et il n'a pas changé. En revanche, il y en a d'autres sur lesquels il a fallu négocier et puis que finalement j'ai accepté parce que bon. Et là, par contre, celui-ci, je suis partie en me disant bon, je vais mettre ça, mais c'est pas grave, ça sera pas ça. Et Et on ça peut me permettait de commencer à écrire. on peut Oui, savoir ça s'appelait Nos étoiles à la base. nos étoiles. Ok. Nos étoiles, voilà, du fait du tatouage, voilà.
Ouais. Et ça s'appelait Nos étoiles. Après, on s'est dit oui, mais ça va. Déjà dans ma tête, je me disais, ça va se rapprocher de Nos étoiles contraires. Enfin bon. Mais bon, j'avais besoin de ce titre pour démarrer, c'était symbolique et voilà. Mais une toute Ok. petite minute, c'est parfait, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est pile poil, comme un gant, Mm. comme un gant. Ouais. Et puis là, tu nous as donné une autre petite astuce sur tes rituels d'écriture, comme quoi il te faut un titre, Ah un oui, nom de personnage pour pouvoir commencer. ah oui, oui, complètement. Absolument. Allez, on continue. Pourquoi ce genre littéraire? D'accord, tu es toujours dans la littérature blanche. Et est-ce que tu aimerais t'essayer à autre chose? Oh punaise, oui, j'adorerais écrire ce que je lis, c'est-à-dire un thriller. Mhm. Mais pour moi, c'est une ambition. Enfin, j'aime bien me fixer des objectifs comme ça. J'aime bien à chaque fois que je rentre dans un livre, rentrer dans un monde que je ne connais pas. C'est-à-dire, j'adore le fait de me dire, ah là là, pendant 6, 9 mois, je vais apprendre des choses. Je vais me plonger dans une époque que je ne connais pas, je vais apprendre des trucs sur cette époque. Bon, la ville, c'est différent, parce que vu que ça se passe la majorité du temps à New York, que je connais mieux que Grenoble, ça, par contre, c'est pas une surprise pour moi, sauf si ça a une époque différente de New York que je connais moi, quoi. Mais j'adore apprendre des choses. Et je sais qu'un de mes vœux, ça serait d'écrire un thriller un jour. Sauf que je suis pas vraiment pas sûre. Autant je sais, comment dire, je me mélange, mais autant je sais que même si c'est un pari à chaque fois que je commence un livre et que je ne connais pas la période, que je ne connais pas le contexte socio-historique, etc., que je ne connais pas des tas de détails dont je vais parler dans le truc, je vais apprendre et je sais que je vais y arriver. Je vais mettre le temps, mais je vais y arriver. En revanche, un thriller, c'est une recette dont je ne suis pas sûre d'avoir le cerveau qui est monté pour, en fait. Je, c'est comme, en fait, la différence entre la cuisine et la pâtisserie. Je suis une très, très bonne, excellente cuisinière, franchement. Pourquoi? Parce que avec la cuisine, je fais ce que je veux. Tu rajoutes des épices, tu enlèves ça, tu changes un légume pour un autre. J'aime bien la liberté. Alors que la pâtisserie, c'est au gramme près. Et ça me stresse. Mais alors, comme c'est pas possible, c'est mathématique pour que ça marche, la Je pâtisserie. comprends ce que tu veux dire. Et en fait, la littérature blanche et le thriller, c'est exactement la même chose que la cuisine et la pâtisserie. Parce que le thriller, il faut que tu retombes vraiment sur tes pattes. Mm. Il faut qu'il y ait une logique et tout ça là-dedans. Alors que moi, j'écris pas du tout comme ça. Moi, quand je me lance dans l'écriture d'un roman, j'ai absolument pas de plan. J'ai le thème, j'ai plus ou moins, enfin, au moins les personnages principaux, mais là, par exemple, je suis en train d'écrire le prochain. J'en suis environ à la page 50, alors ce qui représente à peu près le double en page de livre. Enfin, ouais, je parle. Euh, et là, le week-end dernier, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie d'écrire. Et c'était pas grave dans ma tête. Il y a des moments comme ça où je me dis, j'ai pas envie d'écrire, mais il faut que tu te forces. Vas-y quand même. Et puis ça arrive, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai pris mon tricot, parce que je tricote, et j'ai dit, je m'en fous, je tricote pendant 2 jours. C'est pas le moment. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, c'est mon cerveau qui avait dit, il faut pas écrire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un personnage que je ne connaissais absolument pas, qui était en train de maturer quelque part et qui est Mhm. sorti le dimanche soir comme ça. Et si j'avais écrit le samedi après-midi comme c'était prévu, eh ben, je serais passée à côté du personnage. Donc je pense qu'il faut s'écouter comme ça. Et, euh, et voilà, donc tout ça pour dire que je fais pas de plan et qu'un thriller, ça demande un plan et que je serais vraiment très très fière de moi si j'arrivais à le faire. Un Eh ben, jour peut-être. le jour où tu en écris un, je serai la première à le prendre. Parce Voilà. que là, bah, écoute, hein, avec celui-ci, je me demandais, franchement, je me suis demandé où tu m'emmenais, jusqu'au, tu sais, au moment donné où j'ai eu ma batterie qui m'a lâché, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, elle me lâche au moment où je vais savoir, mon truc me lâche. Voilà, donc tu serais parfaite dans un thriller, mais On je va n'en... essayer. Dans quelques années, on essaiera. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette histoire? C'est comme à chaque roman. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire cette histoire? C'est une question que je me pose. C'est très égoïste, en fait, le point de départ de chacun de mes romans. C'est que je me pose, moi, une question et j'ai envie de me renseigner pour avoir une réponse, en fait. Et tout comme le thème de la disparition volontaire pour les jours brûlants, le roman précédent, où je me demandais ce qui se passait dans la tête des gens qui décidaient de quitter leur famille en pensant que c'était mieux pour eux, mieux pour la famille, c'est-à-dire qu'ils se considéraient comme étant toxiques et que les gens autour d'eux, les gens qu'ils aiment, vivraient bien mieux sans eux. Mhm. Je me suis posé cette question, comment on faisait cette démarche de quitter ses enfants, son mari qu'on aime, et pour disparaître comme ça. Et j'ai fait des recherches, donc ça m'a apporté des réponses. Donc je suis contente, j'ai eu mes réponses. Et bien là, c'est pareil, je me suis posé la question, je me suis dit, punaise, je- comment, comment ça se passe
quand on est une femme, qu'on rentre en prison à 17 ans, qu'on en sort ans plus tard, ça veut dire qu'on n'a jamais commis d'homme. Comment on explique à bientôt 40 ans, si jamais on tombe amoureuse d'un type, qu'on est toujours vierge, comment on fait pour avoir des amis? À quel moment c'est trop tard de dire la vérité, quoi? À quel moment on s'aperçoit qu'on est allé trop loin en disant bah, qu'est-ce que tu as fait toi ces temps-ci? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ah bah moi je voyageais, tout ça. On se dit bah, c'est comme un peu comme elle fait dans le roman. Elle se dit bon bah de toute façon c'est des gens que je reverrai pas, donc c'est pas grave. Je suis pas obligée de dire que j'étais en prison, que j'ai tué ma meilleure amie. Et puis au bout d'un moment, tu sympathises vraiment, tu aimes vraiment la personne d'en face et tu te dis putain mais à quel moment ça devient trop tard pour le dire, quoi. C'est des trucs qui arrivent, encore une fois, qui n'arrivent pas aux hommes, parce que curieusement, quand les hommes sortent de prison, ils trouvent toujours. Alors pour eux, c'est pas un complexe, je veux dire, d'avoir été en prison. Il y a une espèce d'aura autour de ça, quoi. Le truc, tu sais, le trip du mauvais garçon un peu, qui fait qu'ils le cachent pas. Il n'y a pas de honte. Et ils retrouvent toujours quelqu'un pour. Enfin, je veux dire, ils se marient, ils font des enfants. C'est jamais trop tard pour eux. Alors que pour une femme, à un moment, c'est trop tard. Au moment, c'est trop tard. Et voilà. Ouais, C'est comme un tas de choses qu'on pardonne plus aux hommes et qu'on pardonne moins aux femmes, quoi. c'est C'est vrai. voilà. Ouais, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est Ah vrai. oui, bah oui. Bah oui. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, tu vois, c'est tout au long des pages que je tournais, c'est ces questions-là. Mais c'est vrai, mais c'est quand même dingue tout ce que tu as pu soulever bah, là-dedans, quoi. C'est Alors que c'est simple, alors que c'est des questions qui sont alors très simples. oui, mais auxquelles on ne pense pas. Si ça nous Mmh, arrive, enfin, ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. mmh. Et c'est des questions auxquelles on ne pense pas. En tout cas, je te remercie déjà parce que moi, ça m'a donné l'envie, non, pas d'essayer la prison, je te rassure. Non, c'est pas de la publicité pour la prison en même temps, hein, le roman. Alors justement, le roman, la musique qui incarne. Est-ce que d'abord, toi, je sais que tu écris en silence, mais Ah oui. s'il y avait une musique qui peut incarner le roman, ça serait quoi? Ça, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Parce que là, on fait un retour il y a, dans les années 90-95. Mmh. C'est comme ça que ça commence. Est-ce qu'il n'y aurait pas une musique Si je pense à une chanson, je penserais en priorité, je penserais à Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Alors vas-y, un petit air. Hashtag défi, hein. Non, bah, c'est ma sonnerie de portable. Donc, alors Ah, ça attends, va être facile. Tu veux que je ça va être t'appelle? facile. Voilà, bah oui. Attends, Vas-y. attends, je t'appelle. Allez, c'est du direct. Donc, je Allez, remets en la direct, musique. j'appelle Laurent Voilà, pour avoir la musique. pour avoir la musique, ouais, parce que celle-ci, je la connais pas. Non, parce que je peux pas la chanter. Ah si, tu la connais. Tout le monde la connaît. Ah, je la connais? Ah oui, mais tu vas Alors voir. attention, j'appelle Laurent, ses amis en direct. Ah bah oui. Ça sonne avec le Mac. C'est pas grave. C'était pas la Voilà. musique du Mac, hein, mais bon, OK. Mais on a entendu quand même. On a entendu quand même. Oh là, ça va être génial. Hashtag défi, le pitch de ton roman en 10 secondes. En 10 secondes. Ouais. En 10 secondes. Attends, alors les 10 Attends. secondes, tu les démarres quand je commence ma première phrase aussi. Non, 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 non. Quand tu es prête, tu me le dis et je vais taper comme ça. Tu es prête? Voilà. Madeleine sort de prison après 20 ans. Que s'est-il passé dans cette salle de bain il y a 20 ans lorsqu'elle a tué sa meilleure amie Estrella? Hop, bravo. Voilà. Bravo, tu as Puis dépassé. en même temps, je suis pas contente de ce résumé parce que ça induit, c'est pas ça qu'il fallait que je dise, parce que ça induit un suspense qui n'a pas lieu d'être en fait. On s'en fiche de ce qui s'est passé. Honnêtement, c'est pas le but du roman, Mmh. parce qu'on découvre ce qui s'est passé à la fin du roman. On découvre. C'est idiot. Il y a pas. Enfin, bon, je vais rien dévoiler évidemment. Mais le but de l'histoire, c'est pas de savoir ce qui s'est passé dans cette salle de bain, quoi. C'est surtout de savoir les conséquences que ça a, quoi. Et Oui, c'est idiot, plus les conséquences paraissent énormes. Enfin, et ouais. c'est Ah oui, mais c'est un roman psychologique, hein. Tu vas vraiment fouiller dans les émotions mmh, de chacun et de chacune, hein.
Alors, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, Oui, pourquoi l'une a tué l'autre, bah, vous le saurez effectivement. oui, mais alors, Mais c'est pas le but. ça, c'était ma dernière phrase pour finir l'interview. Je te remercie. C'est vrai. Oui, Désolée. je le ferai quand même. Je le ferai quand même. Voilà. Alors, Oui. ton moment préféré et pourquoi? Du Dans roman. bah oui. Mon moment préféré du roman, Ah ouais, c'est et une pour plaisanterie. non, c'est pas une plaisanterie, non? Ah, écoute, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai écrit en prison, quand elles vivent le 11 septembre. Et qu'il y a l'histoire de cette junkie à qui il arrive quelque chose dont je ne vais pas parler. Mais j'ai beaucoup pleuré en écrivant la fin de ce chapitre en particulier. Je m'en rappelle très bien. C'était très Parce émouvant. que cette junkie qui, elle, s'est arrêtée le 10 septembre. Ouais. J'en dirai pas plus. Dans le monde d'avant. Non, non, ne le dis pas. Ne dis pas, ne dis pas. Voilà. Suspense. Voilà. Ton personnage favori là-dedans? Dans Moi, j'en ai un. l'histoire, Ouais. Moi, j'en ai un, mais bon. ouais. Le personnage favori, non, pas le cuistot, il est adorable. Ezra. Sinon, il y en a une qui me fait beaucoup rire, qui a vraiment existé, parce qu'il faut quand même bien savoir que les détenues que croise mon héroïne dans ce roman, elles sont toutes vraies. Alors attends, n'avance pas. Et ça, c'est ma dernière question. Laurence. D'accord. Laurence. Alors, Amy Fisher me fait beaucoup rire quand même. C'était une fille qui avait 16 ans quand à New York, elle est tombée amoureuse d'un garagiste. Et le garagiste, qui était plus âgé qu'elle, c'était un rouleur mécanique, c'est le cas de le dire. Et donc, elle est tombée amoureuse de ce gars qui était marié, qui ne voulait pas quitter sa femme. Bon, bah, Amy, ce qu'elle a fait un jour, elle a pris un flingue et puis elle est allée chez la femme, puis elle lui a tiré dans le visage. La femme n'est pas morte, elle s'est retrouvée avec une paralysie semi-faciale, la pauvre. Et Amy est partie en prison, donc on l'a appelée la Lolita de Long Island. Quand elle est sortie, elle a fait un certain nombre d'années de prison, puisque la femme n'est pas morte, et que voilà. Et en sortant, elle est devenue vaguement journaliste, franchement actrice pornographique. Puis après, elle a fait des émissions il y a eu plein de téléfilms qui ont été faits sur elle, où elle a gueulé parce qu'elle trouvait que les actrices n'étaient pas terribles et tout ça. Et puis, il y a eu une émission de télé-réalité où elle s'est retrouvée avec son ex-amant et tout, qui entre-temps avait été condamné pour détournement de mineurs, son détournement à elle, quoi. Et donc, ça pose quand même pas mal de questions sur la passion qui te conduit en prison. Puis, sitôt que tu as passé les portes de la prison, elle disparaît, quoi, parce qu'elle s'en souvient comme d'un type bedonnant qui n'était pas terrible, alors qu'elle a quand même tiré une balle dans le visage de sa femme, quoi. Ouais. Mais bon, elle est assez. Enfin, voilà, c'est Amy Fisher, quoi. Parce que donc la dernière question, c'était fiction ou réalité les personnages de ton roman. Moi, je me suis surprise à aller chercher. La prison sur Internet, les détenus que tu nommes au fur et à mesure. Je vais aller voir. Donc, fiction ou réalité, tu as répondu pratiquement à ma dernière question, mais vas-y. Eh ben, en fait, réalité, pratiquement, enfin, toutes les détenues qui sont nommées avec un nom et un prénom, celles qui ont juste un prénom sont inventées. Ouais, je pense que je peux expliquer ça comme ça. Et toutes celles qui ont un nom et un prénom et un nom dans le roman sont toutes réelles. Il se trouve que la prison où se déroulent les faits, où Madeleine, mon héroïne, fait sa peine, c'est Bedford Hills. C'est une prison du comté de New York et de Westchester à New York. Et c'est une prison où il y a eu énormément de détenus célèbres qui ont commis des trucs absolument abominables, qu'on peut séparer en 3 catégories. Il y a les crimes passionnels, donc comme Amy Fisher dont je viens de parler, ou d'autres femmes qu'on verra, une institutrice qui s'appelait Caroline Warnus, qui a eu droit aussi à un téléfilm, même à un film qui s'appelle Prêt-à-tout avec Nicole Kidman d'ailleurs. Il y a eu, il y a des crimes passionnels comme ça. Il y a beaucoup aussi de syndrome de Munchausen par procuration. Alors, le syndrome de Munchausen par procuration, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand une maman fait volontairement du mal à son enfant pour attirer l'attention sur elle, en fait. Elle fait volontairement du mal. Et par exemple, il y a un cas qui est très parlant dans cette. Elle s'appelle Mary-Beth Tinning. Alors, elle est extraordinaire parce que. Moi, j'ai écrit un livre sur elle. Elle est extraordinaire parce qu'elle a tué quand même ses 9 enfants. Elle l'a tué sur une longue période. Comment ça. Personne n'a rien vu jusqu'au 9e. Pourquoi? Parce qu'elle a eu ses 2 premiers enfants, normal, pas de problème et tout.
troisième enfant, la troisième est morte d'une maladie, elle est morte naturellement, d'une méningite foudroyante. Et Marie-Beth, qui avait eu une enfance où son père l'enfermait dans un placard et tout, où elle avait un mari qui ne la regardait pas, enfin moi, pas pour lui faire des gosses, hein, elle en a eu 9. Et ben Marie-Beth, elle est arrivée à l'hôpital où sa fille est morte, et puis les médecins ont été super gentils avec elle, évidemment. Ils ont été pleins de compassion, et elle, c'est la première fois qu'elle découvrait un sentiment pareil. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a rendu malade ses 2 premiers enfants qu'elle avait, jusqu'à les faire mourir. Donc on a pensé, puis elle, après, avec les autres, elle a fait la même chose. Elle les rendait malades jusqu'à ce qu'ils meurent, en fait. Et les médecins, les premières fois, ils ont considéré que c'était la mort subite du nourrisson. Et puis au bout de 4-5 fois, ils se sont dit, la pauvre, c'est une maladie génétique. Il n'y en a pas un qui a été se dire, non mais attends, c'est quand même le 7e qui meurt, quoi. Ouais. Non, maladie génétique. Jusqu'au 9e, où en fait, le bébé, pour une fois, est mort à la maison au lieu de mourir à l'hôpital. Et donc, c'est un médecin de campagne qui est arrivé. Lui, il a trouvé ça bizarre, le médecin de campagne. Et donc, il a refusé de signer le permis d'inhumer. Et ils sont arrivés, en fait, à faire une enquête. Ils se sont aperçus qu'elle avait donc ce syndrome de Munchausen par procuration. Il y en a une autre aussi, comme ça, qui a empoisonné son. Qui tenait un blog, c'est plus récent, c'est en 2010. Elle tenait un blog, Stacy Castor, elle tenait un blog sur Internet où son fils avait une maladie orpheline. Et donc, où elle montrait toutes ces batailles pour trouver des remèdes, pour s'entretenir avec les médecins, etc. En fait, le fils est mort, hein, le pauvre petit, il avait 5 ans, je crois. Et on a découvert qu'en fait, ça faisait depuis sa naissance qu'elle l'empoisonnait au sel. Ah oui. Elle le gavait de sel. Donc, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. Et là, la troisième, ça, c'est la deuxième catégorie de prisonnières. Et la troisième, c'est les prisonnières politiques, comme Cathy Boudin, qui est dans le et qui a milité pour les Black Panthers alors qu'elle était blanche et qui a commis des actes terroristes et qui, elle, est a vraiment une vraie rédemption, quoi. C'est-à-dire qu'en prison, cette femme qui a quand même, à cause d'elle, il y a des agents de police qui ont été tués. En prison, elle a fait des études, elle a aidé les autres détenus, elle a expliqué aux gens pourquoi il ne fallait pas faire comme elle, et elle est devenue professeure honoraire à l'université Columbia en sortant. Là, c'est une vraie rédemption. C'est vraiment quelqu'un qui avait une intelligence rare et qui l'avait mise au service de ce qu'il Les fallait pas. autres. Ouais. Voilà. Et Fabien. après, elle a trouvé la bonne méthode pour mettre son intelligence au service de ce qu'il méritait. Et ça, Voilà, donc elles sont toutes vraies. elles sont toutes vraies. Donc, toutes celles Ouais, avec un nom et un prénom, elles sont toutes vraies. Je suis voilà. allée, moi, vérifier parce que j'adore aussi, comme toi, aller chercher. Donc, oui, forcément, j'ai cherché de partout. Je suis allée voir à quoi ressemblait la prison, etc., etc. Je me Ouais, suis ouais, régalée. Donc, merci, ouais. Laurence, d'avoir accepté. Tu vois, c'était pas si. Ah, C'est allez. gentil quand même. Il va falloir que je pense à mettre des questions un peu plus moches, un peu plus. Ouais, Tu vois, il va oui, falloir que je vais chercher, je vais chercher. Donc, voilà. je suppose que ton actu, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, page Oui, Facebook, tes oui. signatures, peut-être des salons à venir, etc. Je sais que régulièrement, tu nourris Oui. tes pages, donc Oui, voilà. alors pour les salons et les signatures, on est en train de finaliser un certain nombre de choses. Alors, contrairement aux autres années, on s'y prend un petit peu au dernier moment, hein, pour être sûr. Là encore, cet après-midi, on a finalisé avec Kalman Levy 2-3 choses que je vais pouvoir annoncer certainement le week-end prochain, une fois que tout sera bien calé. Mais effectivement, je vais pas mal bouger dans l'ouest de la France. Je vais bouger à Paris aussi. Où est-ce que je vais aller? Je ne sais plus trop. Là, ah, si, je vais à Roussillon, dans le Nord-Isère, le 29. Donc, ça va être là, c'est dans 10 jours, hein. Oui. Donc, je vais retrouver ma chère librairie Perrotin à Mhm. Roussillon, et où j'aime beaucoup aller avec mes fidèles lecteurs, lectrices là-bas. Et voilà, donc on va commencer, j'espère, à avoir une année relativement normale, bien qu'il y ait beaucoup de salons qui ont encore été annulés, dont Saint-Maur en poche, ça fait 15 jours que je pleure. Oh mon Dieu, m'en parle pas. Je Affreux, pleure aussi. affreux. Bon, toujours est-il, et heureusement que les librairies ont été décrétées comme commerce essentiel, Oui, heureusement, voilà. Alors, que s'est-il vraiment passé le soir du réveillon 1995 dans cette salle de bain new-yorkaise? Vous voulez le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'accord? Laurence, je te remercie infiniment merci à toi. d'avoir répondu à mes questions, et puis à très vite, hein, pour celle que tu es en train d'écrire. Moi, j'ai hâte déjà de Oui, découvrir ton prochain roman.
va très vite, on va y aller là, mais doucement mais Oui, sûrement. je sais. Merci infiniment. Je souhaite une belle route et puis de belles rencontres et de belles signatures avec tes lecteurs. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao. Merci Valérie. Au Ciao. revoir, Laurence.